Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Elle a été concluante et à la demande de plusieurs autorités communales, Patrice Talon sera à nouveau au contact de ses concitoyens. Il s'agit de la dernière phase de sa tournée nationale qui démarre jeudi prochain et qui prend en compte 17 nouvelles communes du Bénin. Les Anglais sont à nouveau privés de sortir. Boris Johnson décide de reconfiner l'Angleterre au moins jusqu'à mi-février afin d'éviter la propagation du nouveau variant du coronavirus. Et puis, double élection sénatoriale qui se tient aujourd'hui dans l'État de Géorgie. Les résultats du scrutin auront un impact décisif sur le début du mandat du président élu. Merci pour l'attention. Je vous l'annonçais dans les titres. Patrice Talon de nouveau au contact de ses compatriotes. Le chef de l'État béninois entamera la dernière phase de sa tournée nationale. Il se rendra dans les 17 communes qu'il n'a pas visitées dans le cadre de sa tournée de réédition de comptes dans les villes du Bénin. Prévue pour démarrer ce jeudi 7 janvier 2021, la tournée va s'achever le 15 janvier 2021 par les communes des Agégué, Adjoun et Bonou. Il s'agit d'une occasion dont profite le président de la République pour se convaincre des réalisations faites durant son quinquennat. Et puis, cette tournée du chef de l'État est diversement appréciée par population et plusieurs acteurs politiques béninois. Écoutons quelques-uns se prononcer à ce propos. Ils sont au micro de Carnot François Roumbélérinto et de Fiacre Voitan. Et il faut concevoir cette tournée du chef de l'État comme une communication à l'endroit de son peuple. Parce qu'en matière de communication, vous avez l'intégrité et la crédibilité de la personne, vous avez la logique de ce qu'il dit, mais vous avez surtout l'émotion qu'il vit et qu'il partage avec ses interlocuteurs. C'est également l'occasion pour lui de rappeler à travers la tournée qu'en réalité, il est le premier des citoyens et que, escalité, il est juste un primus inter pares. Et que ce qu'il accomplit, il ne l'accomplit pas en tant qu'extraterrestre, il l'accomplit simplement parce que le peuple et l'ensemble des citoyens béninois lui en ont donné mandat à travers l'acceptation qu'ils ont faite en 2016 de son programme d'action en votant massivement pour lui. Reprendre la tournée, ce n'est pas une surprise, mais tenir une parole qui a été déjà donnée lorsqu'il finissait la première phase, c'est-à-dire les 60 communes qu'il a parcourues avec une délégation aussi sobre. Vous avez vu dans la sobriété depuis 2016 le chef de l'État qui est dans une dynamique. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN, en son sein, a fait un décryptage des 60 communes dont le chef de l'État a parcouru et a trouvé véritablement que c'était une dynamique qui apprend aux concitoyens comment est-ce qu'il faut gérer un pays, comment est-ce qu'il faut aller vers les populations pour répondre aux questions dont elles avaient véritablement envie de poser à leur chef d'État. Et ça a permis également de savoir que l'éducation politique, c'est de rendre compte d'une activité politique qui a été faite. Je trouve cette tournée très bien, appréciée. Et la façon dont lui-même il sort pour aller constater et discuter avec son peuple, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière. Si, entre-temps, peut-être, dans une localité ou bien dans une commune, ils ont des choses comme doléances, ils vont les énumérer. Et que lui-même, il saura que, je suis en train de passer dans des endroits donnés, mais j'ai eu à entendre telle chose dans telle localité. Et dorénavant, ce que lui-même il va y faire pour corriger, il saura. Donc moi, je trouve son déplacement-là très correct, très louable. Et je ne peux que le féliciter et lui dire bon courage.
Vous le savez, à l'entame d'une nouvelle année, les uns et les autres se formulent des vœux. C'est encore le cas pour cette année nouvelle 2021. Mais au-delà de ces souhaits, quelle bonne résolution faut-il prendre pour l'atteinte des objectifs fixés pour 2021? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Samson Oké et Romaric Devochi. Vous le savez très bien, pour réussir toutes choses dans la vie, il faut une organisation. Une organisation, je ne peux que demander une organisation de part et d'autre de nos concitoyens. Puisque si on est bien organisé, on parvient quand même à atteindre l'objectif qu'on vise. Donc c'est pourquoi je voudrais demander à nos concitoyens de s'organiser, puisque nous avons encore 365 jours, moins 4 devant nous à passer, à parcourir. Donc je pense que c'est une année de réussite si nous nous organisons très bien. C'est l'organisation surtout que j'invite tout le monde à s'en donner. Pour 2021, l'essentiel, c'est de donner une meilleure version de nous-mêmes. Nous avons coutume de faire une kyrielle de vœux à toutes les personnes que nous aimons, de leur souhaiter la longévité, la prospérité, beaucoup d'argent, etc., etc. Mais le plus important, c'est que nous puissions, chacun à son niveau, prendre des résolutions fermes. Et le plus important pour moi, qui suis jeune, et que je pense que les jeunes comme moi devraient aussi prendre comme résolution, c'est déjà de s'engager pour des causes au sein de leur communauté, au sein de leur famille, de penser que le bien que nous faisons aux gens qui sont autour de nous constitue déjà un bien pour chacun de nous. Nous devons nous engager et faire en sorte que nous soyons beaucoup plus au travail et quitter beaucoup plus nos pratiques où nous sommes en permanence dans des jérémiades, dans des plaintes sur les réseaux sociaux. Les jeunes doivent se mettre beaucoup plus au travail. Si nous voulons que 2021 soit sous de nouveaux auspices, si nous voulons que 2021 soit pour nous une année de prospérité, nous devons travailler. Les jeunes doivent se mettre au travail, les jeunes doivent se mettre beaucoup plus à la disposition de leur communauté. 2021, si je puis me permettre de continuer, aussi une année électorale, les jeunes doivent être vigilants pour ne pas se laisser éberluer par les politiques. Ça doit être un moyen pour nous de faire entendre nos voix, pour que les prochains dirigeants que nous allons mettre à la tête de ce pays puissent véritablement s'occuper des préoccupations qui sont les vraies et les plus importantes des populations les plus pauvres, les plus faibles. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année, que l'année 2021 soit une année de succès. Mais pour que ça soit une année de succès, il faut que vous aussi vous ayez un projet. Et pour réussir le projet, il faut être ferme. Quand vous établissez votre projet, en cours de route, il ne faut pas chercher à modifier parce que peut-être autre chose vous plaît et vous déviez, ce n'est pas bon. Vous faites rigoureux et ferme. Quand vous analysez votre projet et que vous savez que ça là, c'est ça que vous avez pour cette année, il faut tout faire pour respecter. Ça, c'est le meilleur des conseils. Je suis certain, quand ils démarrent, autre chose leur arrive, en cours de projet, ils modifient, ça, ils ratent. C'est sincère. Actualité en dehors du Bénin, en France, rentrée sociale pour le président de la République en déplacement aujourd'hui à Tours. Sur place, les syndicats et les gilets jaunes prévoient de manifester. Les précisions, c'est avec nos confrères de RT France. Alimentaire dont le versement sera désormais assuré par l'État en cas d'impayé. C'est une promesse qui avait été faite en avril 2019, mais dont l'application a été retardée, notamment à cause de cette pandémie de coronavirus. Alors si on s'en tient aux éléments communiqués par l'entourage présidentiel à l'AFP, le premier semestre 2021 doit constituer une sorte d'offensive sur le front social avec plusieurs mesures présentées comme favorisant l'égalité des chances, l'insertion et l'emploi et la lutte
contre la pauvreté, un agenda qui répond en fait aux propos du président de la République lors de ses vœux pour la nouvelle année. Écoutez. Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. L'actualité sociale pourrait en effet être ponctuée de nouvelles mobilisations cette année. En plus des manifestations de Gilets jaunes ou des mobilisations contre la loi de sécurité globale, des fronts syndicaux devraient se former d'ici la fin du mois, prévient Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Écoutez. L'épidémie a mis en exergue des maux qu'on pointait depuis longtemps déjà. La saturation des hôpitaux, la précarité de l'emploi, l'absence de conditionnalité aux aides publiques. Nous avons d'ores et déjà prévu des mobilisations d'ici à fin janvier, le 26 dans l'éducation, le 28 dans l'énergie, mais aussi contre les fermetures de sites et pour de meilleurs salaires. Quand les salariés sont déterminés, rien n'est impossible. Si pour diminuer la pauvreté, redonner du pouvoir d'achat et sauvegarder l'emploi, le gouvernement considère que la seule solution reste de réformer les retraites, il joue avec le feu et fait un pari risqué, très risqué. Vous l'avez entendu, des manifestations nationales pourraient donc avoir lieu d'ici la fin du mois de janvier, surtout si le gouvernement persiste à vouloir réformer le régime des retraites. Au vu du contexte économique et des répercussions. Toujours en France, la vaccination des 15 ans et plus doit débuter avant la fin du mois. Son élargissement aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans également. Par ailleurs, 500 à 600 centres de vaccination devraient ouvrir également ce mois en ville. Sous le feu des critiques, le gouvernement met donc un coup d'accélérateur depuis hier. Reportage. Communication. Lundi après-midi, le ministre de la Santé visite l'Hôtel-Dieu pour assister à la vaccination du personnel soignant. Il affirme que la campagne va passer à la vitesse supérieure d'ici quelques jours. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine. Quant aux EHPAD, la vaccination se poursuit de façon progressive avec une chaîne logistique que nous devons absolument respecter. 1, pour ne pas gâcher de doses. 2, pour ne pas faire l'impasse sur la sécurité absolument indispensable pour pouvoir réaliser cette campagne vaccinale dans de bonnes conditions. Nous aurons 1 million de doses disponibles d'ici la fin de semaine. La polémique sur la vaccination prend de l'ampleur. La France est ainsi pointée du doigt pour un démarrage jugé bien trop lent. Une semaine après le lancement de la campagne coordonnée par l'Union européenne, seulement 516 personnes ont été vaccinées. Un rythme fustigé par Jean Rotner, président LR de la région Grand Est. Quelque part, on se moque de nous. Parce qu'aujourd'hui, se faire vacciner devient plus compliqué que d'acheter une voiture. Et du jour au lendemain, on balaie tout ça et on vient nous dire qu'il ne faut plus d'acceptation préalable, qu'il faut accélérer maintenant. Les Français ne comprennent rien. Les Français considèrent que ce n'est pas sérieux. C'est le virus qui fait la stratégie. Ce ne sont pas les sondages d'opinion qui font la médecine aujourd'hui. Les Français ont besoin de clarté, de messages sûrs, d'un gouvernement qui sait où il va, et il ne donne pas cette impression-là. En Europe et dans le monde, les chiffres sont loin d'être aussi bas. La Chine et les États-Unis ont d'ores et déjà vacciné plus de 4 millions de personnes et nos voisins allemands plus de 230 000. Une lenteur d'abord revendiquée par Olivier Véran, mais remise en question par le président de la République. À la suite de sa prise de parole, le gouvernement semble accélérer la cadence. Ce lundi, Emmanuel Macron présidait une réunion de suivi de la campagne de vaccination, entourée de plusieurs ministres. Désormais, il y aura un point quotidien sur l'avancement de cette campagne en France. On écoute François Pupponi, ancien maire de Sarcelles. Pour lutter contre la pandémie, des moyens existeraient pour atténuer la gravité de la maladie, notamment en boostant son système immunitaire, des moyens qui sont moins médiatisés. L'autre jour, chez nos confrères d'une chaîne concurrente, on a appris quelque chose de très étonnant. La vitamine D pourrait aggraver la Covid-19. Une équipe canadienne a comparé un groupe de patients ayant un taux de vitamine D supérieur à un groupe de référence. Un haut niveau de vitamine D ne protège pas du Covid-19, bien au contraire. Il augmenterait le risque d'hospitalisation par 2 et tendrait également à faire progresser le risque de forme grave. À en croire cette mystérieuse étude, la vitamine D pourrait donc doubler les hospitalisations. Que ne le savions-nous pendant des années? La vitamine D serait donc le meilleur ami de la Covid-19.
Une découverte assurément révolutionnaire, puisque jusqu'à aujourd'hui, la vitamine D était plutôt notre allié contre les pathologies de toutes sortes. Découverte il y a un siècle par Adolf Winhaus, prix Nobel de chimie, elle était jusqu'à présent connue pour booster notre système immunitaire et combattre le rachitisme. En 2017, l'infectiologue renommé Adrian Martino avait même réalisé une grande revue de littérature scientifique pour montrer que la vitamine D diminuait significativement les infections respiratoires aggravées. Des vertus bénéfiques donc, largement reconnues dans le monde médical. Si bien que cet été, l'Académie de médecine, pourtant très peu prompte à promouvoir telle ou telle molécule contre la Covid-19, avait émis une recommandation pour la vitamine D, que ce soit en prévention ou pendant les traitements. Une corrélation significative entre de faibles taux sériques de vitamine D et la mortalité par Covid-19 a été montrée. L'Académie nationale de médecine rappelle que l'administration de vitamine D par voie orale est une mesure simple, peu coûteuse et remboursée par l'assurance maladie. Confirme sa recommandation d'assurer une supplémentation vitamine D dans la population française, recommande d'apporter une supplémentation en vitamine D de 800 à 1000 UI par jour chez les personnes âgées de moins de 60 ans dès la confirmation du diagnostic de Covid-19. Alors, l'Académie de médecine s'est-elle trompée ? Sommes-nous sur le point de bouleverser notre vision de la vitamine D suite à cette incroyable étude ? Eh bien, c'est peu probable. D'abord parce que cette étude, postée sur le site de prépublication Medscrive, n'est même pas publiée dans une revue officielle. Elle est donc à l'état brut, ce qui rend possible de nombreuses corrections de la part des confrères scientifiques, tout à fait susceptibles de modifier les conclusions de l'article. Mais ensuite, parce que cette étude est bien la seule à affirmer que la vitamine D serait inefficace contre la Covid-19. D'abord parce que la corrélation entre la carence en vitamine D et les formes sévères de Covid avait largement été démontrée dans un article de la revue Nature, ce qui rend les résultats de cette étude incompréhensibles. Enfin, plusieurs études avec patients tirés au sort, le standard d'étude le plus reconnu, suggèrent que la vitamine D réduirait la mortalité du Covid de plus de 35%. Des résultats à prendre avec des pincettes, en attendant de plus larges études. Mais dans tous les cas, bien plus probants que ceux d'une étude non publiée et à contre-courant de toute la littérature. Alors, devant ces résultats très encourageants et les très faibles risques associés à la vitamine D, certains médecins s'étonnent que la vitamine D ne soit pas recommandée de manière plus massive. À ce sujet, une tribune de plus de 100 scientifiques de haut niveau a été publiée en décembre pour recommander que toutes les personnes adultes se supplémentent en vitamine D. Du côté du gouvernement britannique, on a commencé à suivre partiellement la recommandation, en offrant une supplémentation gratuite de vitamine D à la population à risque. Mais en France, un peu comme avec les vaccins, on traîne la patte. Un collectif de médecins a bien essayé d'alerter le gouvernement sur le grand nombre d'études soutenant la supplémentation en vitamine D et en zinc. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Une inertie étonnante qui rappelle étrangement la lenteur de déploiement des vaccins. Alors que nous caracolons à la 3e place des pays avec le plus de morts du Covid en Europe, il faut nous souhaiter pour 2021 que le gouvernement retrouve, avec les vacances, une vigueur nouvelle pour combattre l'épidémie. Boris Johnson a décidé de reconfiner l'Angleterre au moins jusqu'à la mi-février avec le nouveau variant du coronavirus beaucoup plus contagieux. Les Anglais sont surchargés, un reconfinement strict comme celui du printemps dernier. Direction les États-Unis avec la double élection sénatoriale qui se tient aujourd'hui dans l'État de Géorgie. Les résultats du scrutin auront un impact décisif sur le début du mandat du président élu. Joe Biden et Donald Trump se sont rendus dans la Géorgie hier pour soutenir leurs différents candidats. À peine remise de la présidentielle mouvementée du 3 novembre dernier, la Géorgie retourne aux urnes ce 5 janvier. Un scrutin très attendu dans le pays, avec un intérêt qui dépasse les frontières du Peach State. 2 sièges du Sénat, aujourd'hui occupés par des républicains, sont remis en jeu. Cette élection décidera donc de la couleur politique du Sénat, comme le souligne Donald Trump. L'enjeu de cette élection, c'est le contrôle du Sénat américain et ça veut vraiment dire le contrôle du pays. Les électeurs de Géorgie vont décider quel parti dirige toutes les commissions, écrit chaque élément de la législation, contrôle chaque dollar des contribuables. Le Sénat américain, une des 2 chambres du Congrès, est contrôlé d'une courte tête par les républicains. Ils y ont 50 sièges, contre 48 pour les démocrates. Le second tour de cette sénatoriale partielle en Géorgie verra notamment s'affronter la sénatrice républicaine Kelly Loeffler
face aux démocrates Raphaël Warnock et Jon Ossoff. Pensez au chemin parcouru en Géorgie, pensez au chemin parcouru dans le sud des États-Unis. C'est l'État le plus compétitif du pays qui a accueilli 2 élections sénatoriales pour déterminer qui contrôlera le Sénat des États-Unis. La Géorgie a tellement de pouvoir en ce moment. Si les républicains gagnent au moins un siège en Géorgie, ils resteront majoritaires pendant les 2 premières années de la présidence de Joe Biden. En revanche, si les démocrates l'emportent, la Chambre haute basculera dans le camp démocrate. Avec 50 sièges pour chaque camp, c'est la future vice-présidente Kamala Harris qui, comme le prévoit la Constitution, devra trancher. Tout est en jeu quand il s'agit d'élire le révérend Raphaël Warnock, d'élire Jon Ossoff, d'élire Daniel Blackman. Tout est en jeu. En cas de défaite des républicains, c'est le Congrès tout entier qui deviendrait démocrate. La Chambre des représentants leur étant déjà acquise, Joe Biden aurait ainsi le champ libre pour dérouler son programme. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.